Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'histoires complètement surréalistes? Enfin, je veux dire, qui ont évidemment un rapport avec le jeu vidéo. Venez pas nous faire une analyse point par point de la gifle de daron que Will Smith a foutu à Chris Rock, c'est pas le sujet. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez. Normalement, si vous êtes quelque peu attentif à ce qu'il se passe dans l'univers du gaming, faire face à ce genre de choses, ça vous est forcément déjà arrivé au moins une fois. C'est des événements totalement aléatoires, pas forcément très graves dans l'idée, même si ça peut vite le devenir, attention, mais qui d'une manière ou d'une autre, et peu importe le niveau de médiatisation, réussissent à nous marquer, parfois plus que les jeux qui leur servent de support. Par exemple, moi, quand je pense au jeu de Konami Frogger, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est pas le gameplay ou le concept du jeu, mais plus toute la mode qu'elle a fini par créer, et qui consistait à se filmer en train de reproduire le schéma du jeu, c'est-à-dire de traverser des routes à plusieurs voies. Ah, c'était vraiment ça le bon vieil internet de l'époque, hein. Comme quoi, il faut toujours faire attention à la nostalgie. Personne n'ayant vraiment attendu TikTok ou tel réseau social pour se filmer en train de faire des trucs idiots. On est face à des événements qui ont l'air assez singuliers, relativement étalés dans le temps, et qui pour beaucoup deviendront de vrais incontournables, se logeant ad vita aeternam dans les mémoires des joueurs. Enfin, même si là je prends des cas extrêmes pour la blague, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de traverser l'autoroute pour trouver d'autres exemples, c'est pas ce qui manque. Après tout, on connaît presque tous l'histoire de ce père qui a engagé un assassin virtuel pour massacrer le personnage de son fils. Ces gamers qui tentent de s'entretuer à cause d'un 1v1 sur Dust 2, ou plus concret, plus in-game, ces joueurs qui usent de bugs ou de glitch en tout genre pour stalker certaines personnes, ou provoquer des destructions de masse, devenant au passage des piliers de l'histoire de leur jeu vidéo favori aussi inoubliable que Paul. Et oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire à ce moment-là. Ça se trouve, Ico, il va parler de ce qui s'est passé sur Airplace à ce moment-là. Mais non, parce que le texte, il date depuis un petit moment et que tout ça, ça s'est passé au moment de l'écriture. Je suis désolé, mais du coup, si jamais vous voulez une icône qui retrace tout ça, vous savez quoi faire en commentaire. Ça, c'est pas dans le script. Bonjour, vous, c'est Ico et aujourd'hui on va partir ensemble pour discuter de 4 événements, 4 histoires complètement dingues du jeu vidéo qui se sont passés dans des jeux ou dans la vie, la vraie, celle avec un grand V, mais surtout dans des jeux. En parlant d'histoire, est-ce que les histoires de zombies, ça vous parle un petit peu? Avec le sponsor de cette vidéo, le jeu mobile State of Survival, je vous propose de profiter d'un pack de démarrage exclusif si vous êtes tenté de tester l'expérience de survie dans un monde rempli de zombies. Le jeu est disponible sur iOS et Android, il vous suffit pour ça d'utiliser le lien en description pour le découvrir. En tant que survivant de la catastrophe qui a provoqué l'apparition de zombies, vous devez reconstruire la société, en commençant par votre maison tout simplement. Vous devez également retrouver d'autres survivants, vaincre les zombies et découvrir ce qui a provoqué ce désastre. Vous allez devoir construire une véritable forteresse pour protéger les civils et la gérer au mieux. Il faudra également réunir le maximum de héros possible qui ont tous leurs histoires et leurs capacités uniques pour diriger votre armée et survivre aux vagues de zombies lors des étapes de Tower Defense. Si vous comptez triompher des boss de State of Survival, il vous faudra également de l'aide supplémentaire. Réunissez ainsi vos amis et créez des alliances ou utilisez vos compétences diplomatiques pour allier vos ennemis à votre cause. Ensemble, vous allez pouvoir battre n'importe quel boss. Pour les packs, State of Survival va lancer des événements spéciaux et prépare des cadeaux exclusifs et limités. Utilisez le lien en description pour télécharger le jeu et pensez à utiliser le code pour obtenir le pack de démarrage dont le nombre est limité. Merci pour votre soutien et bon visionnage. La crémaillère de trop, RuneScape. Ah, le monde des MMORPG. Une vraie petite pépite, soit dit en passant. Des univers gigantesques, des donjons à explorer, des joueurs à plus trop quoi savoir en faire tant ils sont nombreux, mais surtout une capacité assez déroutante à être le terreau parfait pour l'apparition d'événements au caractère assez spéciaux. En soi, il n'y a rien de très surprenant ce genre de jeu, c'est souvent des dizaines, voire des centaines de milliers, voire de millions de joueurs avec leurs propres objectifs et conceptions de l'amusement. Ça tombe plutôt bien parce que c'est très exactement ce qu'il s'est passé dans un des MMORPG les plus connus du monde mais qui paradoxalement est assez méconnu chez nous. Imaginé et créé par 2 frères britanniques, Andrew et Paul Gower, RuneScape c'est vite devenu une référence dans le genre. Les graphismes sont plutôt basiques, voire légèrement en retard par rapport à certains autres supports, mais sa gratuité et son suivi en font rapidement un incontournable, une réelle alternative au format payant même à l'époque. En bêta depuis 2001, le MMORPG, initialement géré depuis une petite chambre à Nottingham, n'aura de cesse de grandir, poussant les frères Gower à fonder leur propre studio. Jagex
Gamex Ltd, un tout jeune studio qui rapidement proposera des versions gratuites et payantes de RuneScape. Après à peine un an, c'est plus d'1 million de comptes actifs. Début 2002, c'est officiellement le MMORPG Java avec le plus d'abonnements au monde. 2007, c'est plus de 6 millions de joueurs free-to-play ainsi que 1 million d'abonnés. Le jeu rayonne pendant des années, rend extrêmement riche ses créateurs et peut se targuer aujourd'hui d'avoir plus de 200 millions de comptes créés dans toute son histoire. Un succès mondial qui, vous vous en doutez, ne s'est pas fait sans accroc. Nous sommes en juin 2006 et RuneScape était déjà sur le point d'être marqué à tout jamais par l'une des attaques les plus vicieuses du jeu vidéo. Une attaque qu'absolument personne n'avait vu venir pour la bonne et simple raison qu'elle tire son origine d'une fête, d'une petite sauterie comme on dit. Je m'explique. Dans RuneScape, compétences et métiers sont étroitement liés, et à l'instar d'un Star Wars Galaxy ou d'un Ultima Online, ce sont des voies que les joueurs peuvent arpenter, que ce soit pour la richesse ou bien pour la gloire. Avec de tels enjeux, il n'est pas surprenant d'en voir certains s'y impliquer de manière très sérieuse. C'est le cas du joueur Kurt Stew qui, comme n'importe quel gamer amoureux du challenge, va tout faire pour être le premier à atteindre le niveau 99 en construction, une compétence fraîchement implantée et particulièrement utile puisque permettant de construire et d'aménager des maisons. Cet objectif va le remplir en à peine une semaine, un temps record qu'il compte bien immortaliser avec une petite sauterie en son honneur. Pour ce faire, Kurt Stew va ouvrir une maison aux autres joueurs qui va se remplir petit à petit. La fête bat son plein, l'ambiance est bonne et les invités profitent de cette maison tout équipée, sauf que voilà, ça va vite devenir incontrôlable. Le bouche à oreille va attirer beaucoup de joueurs, plusieurs centaines d'après certaines sources. Et le jeu, RuneScape, pas forcément prévu pour de si fortes densités dans une même zone, va se mettre à ramer, mais comme jamais, transformant la petite partie en diaporama. Oui, on peut presque dire que c'était certainement l'un des premiers cas de figure MMORPG du fameux cas de ce pote qui a entendu parler d'un after chez l'ami d'un ami que personne ne connaît mais qui au final doit assurer ses 600 personnes dans son jardin. Les pièces sont bondées, on ne voit presque plus rien, c'est l'anarchie et Kurt Stew, un petit peu dépassé, finit par expulser une bonne partie des invités, pas si invités que ça. Et l'histoire aurait pu très bien s'arrêter là, sauf que bon... c'est pas très passionnant et dit comme ça mériterait pas tellement sa place dans cette vidéo. Ça a servi de contexte. La suite est plus intéressante. Puisqu'en kickant un par un les indésirables, le malheureux hôte a interrompu une poignée de joueurs dont un certain Durial 321 qui était en train de s'amuser au sous-sol dans un genre d'arène de PVP. Le problème de cette action, aussi anodine soit-elle dans un MMO moderne, n'avait pas été prévu par les développeurs et venait de bloquer de facto chaque joueur qui avait été exclu et qui était présent dans l'arène de combat en mode combat. Sans le vouloir, Kurt Stew venait de relâcher dans les rues de la capitale Falador des joueurs totalement glitchés, capables d'attaquer n'importe quel autre avatar sans prendre le moindre risque. Et c'est à ce moment-là que c'est passé d'une sorte de remake de Projet X édition jeux vidéo à plutôt un Battle Royale dans RuneScape. Ouais. Les joueurs innocents commencent à tomber les uns après les autres, les cadavres se font dépouiller de tous leurs biens et le massacre déclenche un vent de panique dans Falador. Face à l'inévitable et l'incapacité de pouvoir riposter aux assauts des joueurs glitchés, certains vont essayer de se ruer à la banque avec l'espoir de mettre à l'abri ceux qui peut être encore sauvés, puisque dans RuneScape, la mort est définitive. Pendant ce temps, Durial 321, à l'époque âgé de 16 ans, n'en revient toujours pas. Il peut tuer qui il veut sans aucun problème, et en plus, il peut looter ses victimes. C'est une hécatombe, les gains sont massifs pour les agresseurs et les combats se propagent rapidement à d'autres villes, sans que personne ne comprenne vraiment ce qu'il se passe. Le sang, les corps et les loots inondent les rues et il faudra de très longues heures avant qu'un maître du jeu n'y mette un terme. Nous sommes le 6e jour du 6e mois de la 6e année du nouveau millénaire. Le 666. Le jour du diable, l'apocalypse, le jour où le ciel a fait pleuvoir le feu et où Lucifer règne en maître. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Oui, c'est une vraie citation trouvée sur un forum RuneScape, pour vous dire à quel point ça a marqué les gens. Des joueurs non-hackers qui déciment des villes entières, oui, c'est pas banal, mais ce qui est aussi unique, ce sont les répercussions. Pour commencer, sans vraiment de surprise, Durial 321 et tous ses amis ont été bannis. Kurt Stew les rejoindra peu de temps après, le massacre ayant mis sous le feu des projecteurs ses petits business de revente d'or contre de l'argent bien réel. Quant aux malheureux victimes, aucun de leurs biens ne leur sera restitué, le studio estimant les dégâts trop minimes pour justifier un rollback général des serveurs.
Les joueurs ont littéralement tout perdu dans l'histoire et en plus de ça, Jagex Ltd va décider de rendre cette histoire canon. C'est ça le plus dingue, c'est qu'ils ont officialisé dans l'histoire de leur jeu le massacre de milliers de joueurs. Plaque commémorative en mémoire des victimes, date officielle dans le lore du jeu, tout y est. Et l'attaque est officiellement référencée dans l'univers de RuneScape. Pour vous dire, le studio ira même jusqu'à fêter l'anniversaire du massacre en 2016 avec un événement PVP où le fantôme d'un certain Durial 321 s'est mis à posséder des joueurs avant de se transformer en boss géant. C'est complètement dingue et on ne peut qu'applaudir l'appropriation d'un tel événement, érigeant le massacre de Falador comme l'un des souvenirs et événements officiels les plus dingues de RuneScape. On va donc garder une pensée émue à tous ces joueurs et ces joueuses qui continuent à jouer à RuneScape, un jeu qui commémore le jour où des milliers de joueurs se sont fait tabasser et dépouiller. Perfection et amertume, SimCity. Bon, on va changer complètement de registre parce que déjà on n'est pas dans un MMORPG, c'est même pas un jeu multijoueur tout court, c'est un jeu solo, un jeu de gestion qui plus est, mais qui va nous amener sur le terrain, on va dire, plutôt glissant de la désillusion ultime. Est-ce que vous connaissez SimCity ? Si vous n'avez pas été puni lors des 30 dernières années, ou si vous avez plus de 8 ans, normalement vous connaissez tous la franchise du City Builder d'Electronic Arts. Elle a fait ses balbutiements à la fin des années 80 et depuis permet aux joueurs et joueuses du monde entier de créer et développer leur propre ville via tout un système de gestion toujours plus poussé. Budget, déchets, criminalité, éducation, services publics, transport, tout est ajustable dans le moindre détail et l'objectif est un peu plus clair. Tenir sa ville debout le plus longtemps possible via une expérience quasiment sans fin, un jeu impossible à battre. Une chose évidemment à laquelle je ne veux que croire, puisque toutes mes parties personnelles se terminent par la même chose en réalité, à savoir beaucoup trop de déchets et plus de météorites. Une boucle de gameplay innovante qui, avec le temps, va pousser la communauté à tenter de faire des villes toujours plus belles, plus pratiques, plus propres, bref, de vrais petits défis, des paradis sur Terre quasiment impossibles à mettre en place. La franchise est un nid à record qui, en plus de captiver des millions de joueurs, va accessoirement alimenter à flux tendu une certaine hype sur les réseaux sociaux, avec toujours ce même objectif, repousser autant que possible l'inévitable, le game over, une ville parfaite qui ne s'arrêterait jamais. Et quelqu'un y est arrivé. Enfin attention, pas comme on se l'imagine. Dans nos esprits, la ville parfaite, c'est un endroit où il fait bon vivre. Les petits oiseaux chantent, il y a de quoi s'occuper, c'est le plein emploi, le moral est au beau fixe et les cartes bleues des BMS passent dans toutes les boutiques. Une vision utopique que beaucoup ont et espèrent voir aboutir un jour, mais qui cependant n'était pas au goût d'un certain Vincent Ocasla. Jeune étudiant en architecture aux Philippines au moment des faits, Vincent est assez critique envers la fin dévorante de la société qui, à son sens, ne souhaite que vouloir s'étendre toujours plus. En se basant sur des films tels que Koyaanisqatsi ou des exemples plus concrets comme La Cité des Ténèbres de Kowloon, un ancien quartier de Hong Kong-Sidance qu'il était devenu totalement incontrôlable, Vincent va tenter de reproduire sa propre version, sa représentation numérique d'une boucle parfaite qu'on pourrait qualifier de croissance infiniment stable. Pour ça, Ocasla va, et sans tricher par ailleurs, utiliser SimCity 3000 en support parfait puisque lui permettant, je cite, d'exagérer les ambitions délirantes des dictateurs égocentriques, d'élites dirigeantes et d'architectes inconscients. Oui, je sais, dit comme ça peut paraître un petit peu effrayant, mais c'est ça aussi SimCity, des gens pas forcément compétents qui décident pour tout le monde. Comme dans la vraie vie. Armé de ses connaissances, le jeune homme va faire naître deux premières villes, Armadasanti et Parasanti, ou littéralement la ville forteresse flottante et la ville modèle parfaite. Des prototypes qui lui prendront des années à construire, mais qui ne seront malheureusement pas à la hauteur de ses dessins, même si elles lui en apprendront beaucoup, et oui, ce sont de vraies notes de Vincent que vous voyez à l'écran. De ces calculs, et après presque plus d'une année de théorie, naîtra Magnasanti. Une ville immense avec des formes fortement inspirées de Bavakakra, la roue de la vie et de la mort dans la culture bouddhiste. 6 millions d'habitants, aucun bâtiment vide, aucune route, aucune pollution d'eau. Magnasanti est réfléchi point par point pour atteindre l'équilibre parfait, quitte à emprisonner ses habitants dans une gigantesque œuvre d'architecture digne des pires scénarios dystopiques. La ville est monumentale, certes, il y a des réseaux de métro un petit peu partout pour maintenir la libre circulation, mais tout est si bien agencé que chaque quartier se ressemble et peut répondre à tous les besoins de la population de manière locale, forçant ses habitants à ne jamais sortir de leur quartier, emprisonnés dans leur propre bloc, et peu importe où ils vont, c'est toujours les mêmes endroits. Pire,
La population est si compacte et la ville si lourde dans la balance que ce système bien huilé permet à Magna Santi de se payer le luxe de n'avoir presque aucun système éducatif, aucun pompier et encore moins d'hôpitaux. La police règne, le chômage explose et les habitants sont maintenus dans une sorte de léthargie à l'aide d'un habile jonglage entre répression et une gestion millimétrée qui s'appliquera même à l'espérance de vie. Oui, à Magna Santi, à partir de 50 ans, tu as fait ton temps. C'est un enfer numérique, une boucle sans fin pour qui y serait prisonnier. On est alors bien loin de la représentation lambda de ce qu'on serait de la ville parfaite. Il n'empêche que Magna Santi est officiellement l'une des villes les plus stables possibles et que d'après son créateur, et à l'échelle du jeu en tout cas, elle pourrait rester telle quelle des milliers d'années durant, sans rencontrer le moindre problème. Une merveille de gestion qui pourtant, et ça Oscala le rappelle, prouve que lorsque l'on se focalise sur un objectif, ici la stabilité, il est inévitable de devoir négliger tout autre élément au point de perdre toute considération pour l'être humain, le social, même pour l'environnement. Et c'est peut-être ça le plus grand drame, l'œuvre nous rappelant juste que la ville parfaite n'existe pas et n'existera peut-être jamais. En tout cas, dites-vous bien que cette histoire va rester dans les annales de SimCity et du jeu vidéo de manière générale, comme étant celle d'un jeune étudiant qui a décidé de détruire SimCity et toutes les illusions de la ville parfaite, de la vie parfaite qui pouvait être apportée avec ce jeu-là. Une aiguille pour des milliards de blocs, Minecraft. Normalement, si je vous dis Minecraft, vous pensez instantanément au jeu le plus populaire de tous les temps. Presque. Depuis son lancement, il y a plus de 10 ans, Minecraft n'a jamais cessé de conquérir le cœur des gamers, forgeant depuis plusieurs carrières, mais surtout des communautés, comme on en a rarement vu dans le jeu vidéo. Minecraft, c'est tentaculaire, et chaque jour, des joueurs apportent leur bloc à cette construction. Speedrun, record du monde, construction de villes, voire monuments, mode de jeu en tout genre et serveurs bondés de joueurs bien plus réels que n'importe quel emploi de Fabien Roussel. Quelle révélation! La communauté Minecraft ne recule devant aucun défi. Et c'est justement ça qui va nous intéresser, une histoire vraiment surréaliste de joueurs extrêmement passionnés. Des joueurs qui ont vu une simple vidéo sur YouTube se sont regroupés et ont réalisé l'un des plus grands exploits du jeu vidéo, et je pèse mes mots. Tout a commencé le 14 janvier 2020 quand Salk1, un youtubeur particulièrement connu pour ses vidéos sur 2B2T, l'un des plus anciens serveurs anarchie Minecraft, a sorti cette vidéo, le mystère de Minecraft, pack.png. On y apprend que pendant plus d'un mois, l'homme a cherché l'origine d'une image toute particulière, une petite colline au bord de l'eau, du sable et quelques arbres. Au premier abord, quelque chose d'assez banal dans Minecraft. Pourtant, aussi commune soit-elle, cette image a été vue des dizaines voire des centaines de millions de fois par les joueurs. D'ailleurs, juste l'avoir sous le nez comme ça devrait réveiller quelques souvenirs chez certains. Cette image, c'est pack.png, un petit fichier de 128 pixels par 128 qui pendant longtemps a été l'image par défaut de la création de nouveaux mondes et du pack texture standard du jeu. Au départ, l'idée de Salk1 était de retrouver l'origine de cette image. Mais après plusieurs échecs et un appel à l'aide fait à sa communauté, l'histoire prend un tournant radicalement différent. L'objectif est maintenant de mettre la main sur la seed, la graine de la map. Un petit code qui se génère au moment de la création de celle-ci, totalement unique et représentant les caractéristiques de votre pseudo-monde aléatoire. Avec ce code, il est possible de reproduire ou de partager les maps telles qu'elles ont été générées à la base, un petit peu comme une sauvegarde, au bloc près, avant l'intervention des joueurs. Et là, normalement, vous vous dites, mais comment tu veux retrouver un code aussi précis parmi des milliards de possibilités, sans indice, juste avec une image floue, et en plus, réussir par trouver l'endroit exact? C'est impossible. Ouais, enfin, sauf pour un joueur Minecraft. Techniquement, ce genre d'exploit a déjà été réalisé, mais dans des contextes différents, et avec bien plus d'informations qu'un PNG tout moche. Des réussites qui vont motiver les joueurs, qui en à peine quelques mois seront une petite armée autour du projet de Salk1. Notch, le papa du jeu, va même participer aux investigations, soulignant que si c'était lui qui avait pris ce screen, il y avait de grandes chances que ce soit une seed quelconque, et donc techniquement trouvable. Il n'en faudra pas plus pour galvaniser joueurs,
développeurs et curieux impliqués dans cette quête qui pendant 8 longs mois vont décortiquer le moindre élément sur une image qui va subir un vrai travail de rétro-ingénierie. Et accrochez-vous parce que c'est digne de Mr. Robot, afin de mieux discerner les blocs, le PNG sera upscale à l'aide d'une intelligence artificielle. La zone sera recréée à l'exactitude sous divers angles pour réunir un maximum d'informations tout en spéculant sur les absents, et l'angle de vue sera décortiqué. Et l'idée ici, c'est de se servir de chaque bloc, chaque fleur, chaque arbre et même les nuages pour réussir à constituer des éléments de similitude qui pourront être comparés avec des milliards de seeds. Par exemple, les nuages dans Minecraft vont toujours dans le même sens et ont un pattern bien précis qui ne change jamais. Individuellement, ça peut sembler idiot, mais dans ce contexte, et une fois les nuages identifiés, rien qu'avec ça, on a l'axe Y. Pareil pour la dirt qui, techniquement, peu importe la partie que vous générez, aura toujours la même épaisseur à des coordonnées identiques et peut donc être comparée. Dites-vous que l'idée ici, c'est vraiment pas de trouver la seed parfaite du premier coup. Non, ici c'est de recueillir un maximum de données, de les analyser et d'exclure celles qui en seraient trop éloignées. C'est un projet titanesque en termes de ressources et de calcul. Des ressources qui seront directement fournies par les joueurs via le logiciel Boink et le projet Minecraft at Home. En tout et pour tout, c'est plus de 3000 personnes qui vont offrir les services de leur carte graphique pour permettre à l'équipe d'exclure un maximum de seeds, la puissance de l'équivalent d'un super ordinateur. Et vous savez quoi ? En ajoutant les données des patterns sable/terre visibles sur le PNG, et ça a marché. Et dans les milliards de seeds possibles, 700 000 sont revenus positifs. Et dans ces 700 000, elle y était. La colline pack.png dans sa forme la plus pure, celle qui avait été générée et photographiée 10 ans auparavant, venait enfin d'être retrouvée, mettant un point final à une enquête digne d'une série Netflix. Tout est bien qui finit bien, même si dans l'histoire j'ai surtout envie de vous mettre au défi de trouver une communauté suffisamment déterre pour se former en super calculateur géant, tout ça pour repérer une image PNG. Ah, et si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le processus de cette aventure-là, je vous invite à aller voir les 3 vidéos absolument croustillantes de Salkwan qui détaillent un petit peu plus le projet. Combustion non spontanée et MMORPG, Ultima Online. Oui, je sais, encore un MMO, mais que voulez-vous, plus on s'approche du sommet, plus on a de chance d'en trouver, et après tout, c'est dans les jeux massivement multijoueurs qu'on a le plus de chances de trouver des méta-histoires, parce qu'ils sont massivement multijoueurs. C'est le but. Nous l'avons vu un petit peu plus tôt, les MMORPG sont l'endroit parfait pour les événements les plus fous. Et même si on pourrait croire que ça se limite aux joueurs, il existe certains cas de figure où même les développeurs sont embarqués dans des histoires qui marqueront au fer rouge l'histoire de leur propre jeu. On est le 9 août 1997 et Ultima Online était à 2 doigts de connaître le premier assassinat de PNJ de l'histoire. Encore en bêta-test à l'époque, Ultima Online se voulait de changer la vision des jeux vidéo en ligne en offrant une plateforme où tous les fans de la franchise Ultima pourraient se réunir et s'adonner à leur plus grand plaisir, le roleplay et la bagarre. Le premier MMORPG était là. Bon, je vous laisse imaginer les problèmes que peuvent rencontrer une bêta-test en 1997, mais malgré ça, les joueurs sont conquis, d'autant plus que les développeurs participent activement à des événements roleplay mettant en scène des personnages iconiques du lore, comme Lord British, souverain légitime de Britannia, et personnage entre guillemets officiel du papa d'Ultima, Richard Garriott. D'ailleurs, rien à voir, mais il aime beaucoup se mettre en scène déguisé en tant que tel, un gars sûr, bien Donjon Dragon quoi. C'est pas super évident, je l'avoue, mais normalement vous devriez commencer à voir venir ce qui va se passer. À ce moment-là, la franchise est déjà forte de plusieurs jeux. Les joueurs connaissent donc son lore, et le personnage maintenant légendaire de Lord British. Une notoriété parfaite qui allait être utilisée par le studio, Garriott et d'autres développeurs pour tester leur serveur. L'annonce est faite, le souverain de Britannia allait faire une apparition en public. Ni une ni deux, les joueurs se précipitent au point de rendez-vous, le château de Lord Blackthorn, grand méchant de la franchise et personnage de Starlong. C'est la folie. Les lags rendent le jeu quasi injouable. Évidemment, les délais entre les actions et la réalité sont absolument monstrueux tant les joueurs sont nombreux. Mais peu importe, le souverain, il est là, du haut des remparts, accompagné par sa garde, ainsi que Lord Blackthorn. Bon, j'avoue, pour ce genre d'événement, avec nos yeux d'aujourd'hui, ça fait peut-être un petit peu démesuré comme hype. Mais n'oubliez pas, on est en 1997 et à l'époque, c'était vraiment des événements importants. Les joueurs sont aux anges.
Les développeurs jouent le jeu, mais tandis que la foule continue de grandir, un certain Reigns, jusque-là occupé à faire les poches des autres joueurs, réussit à mettre la main sur un parchemin magique. Une belle prise qui deviendra tout de suite beaucoup plus problématique lorsqu'il décidera de s'en servir. Mur de feu sur les seigneurs. Il venait d'immoler 2 piliers du lore aux yeux de tous. Au début, les lords semblent prendre l'attaque à la légère. Après tout, ils sont invulnérables. Mais rapidement, Garriott se rend compte que quelque chose ne va pas. Lord British perd énormément de vie. Il est vraiment en train de cramer. Malgré ses tentatives de s'éloigner du danger, l'homme le plus important d'Ultima Online s'effondre, brûlé vif, sous les yeux de ses sujets. Le roi est mort, longue vie au roi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si dans World of Warcraft, au cours d'un événement mondial, il y avait un gars qui passait par là qui a décidé de décapiter Anduin, et qu'il y est arrivé. Même si pour certains ça serait cool. Ah, c'était officiel, le monde des MMORPG venait de connaître son tout premier assassinat de personnage iconique. La raison officielle derrière tout ça, elle est toute bête, voire même un petit peu décevante en fait. Garriott avait tout simplement oublié de remettre son invincibilité, devenant l'un des leaders les plus facilement tuables d'Ultima Online, ce qui est cocasse quand on sait que c'est un running gag d'essayer de tuer Lord British dans les versions standards. Quant aux répercussions, elles ont été immédiates. Bon, déjà, me demandez pas pourquoi, mais en représailles, Lord Blackthorn a lâché 4 gros démons Rambenala dans la foule, qui a bien entendu été massacré sans aucun prétexte, ce qui est embêtant dans un jeu où la mort est définitive, ça va sans dire. Reigns, le voleur, a quant à lui été banni du jeu à vie pour divers exploits bugs perpétrés sur un autre de ses personnages, Aquaman, même si on se doute que l'affaire de Lord British a dû accélérer le dossier de bannissement. Quant au reste de la communauté, la populace, elle sera tout autant affectée, puisqu'on pourrait presque affirmer que cette attaque était l'un des points de départ de la naissance du PvP moderne. Et oui, rien que ça. Celle qui rendra cool les massacres numériques sur les MMORPG, à un tel point que le studio sera obligé de diviser Ultima Online en 9 serveurs pour permettre aux innocents pas spécialement amoureux du sang de fuir les vagues d'assassins en herbe inspirées par le régicide non officiel. Une histoire pas si tragique que ça, c'est vrai, même si certains vont évoquer un moment charnière dans leur vie de joueur, devenant au gré du temps l'un des événements les plus fous de l'histoire du jeu vidéo. Bon voilà, c'est cool, on a réussi à faire une vidéo entière à parler d'événements complètement dingues, sans citer une seule fois League of Legends. Plus sérieusement, en écrivant cette vidéo et à travers nos recherches, on a pu se rendre compte que, si on y regarde d'un peu plus près, les histoires dans le genre de celles qu'on a pu voir aujourd'hui, dans les jeux vidéo, elles sont finalement légion. Certes, toutes ne peuvent pas être aussi épiques ou marquantes, mais elles sont bien là, un petit peu partout autour de vous, sans même qu'on y fasse trop attention. Des fois, même sur des jeux qui pourtant nous ont marqués et dont on pensait tout connaître. Et ce genre d'affaires, je ne vais pas vous mentir, ça me fait du bien à mon âme de gamer, de voir à quel point dans l'histoire du jeu vidéo, et peu importe la console ou le jeu, il y a des personnes qui par passion, curiosité ou juste esprit très chaotique terrible, ont réussi à détourner certains jeux vidéo pour faire des choses aussi exceptionnelles que trollesques, propulsant leurs actions ainsi que leur nom sur le panthéon de l'histoire du jeu vidéo. De vraies légendes urbaines numériques qui ne mourront jamais. Bon après attention, c'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi dans les jeux d'à côté, hein. Oui, je parle encore de vous, les joueurs de LoL. En tout cas, si vous aussi vous avez des histoires complètement dingues à nous partager autour du jeu vidéo, dites-le nous en commentaire. Dans le meilleur des cas, ça nous donnera des idées pour pouvoir faire une suite à cette vidéo, et puis dans le pire, ça nous fera au moins rigoler. Lécher les piles de sa télécommande pour les aider à recharger plus vite, ça ne fonctionne pas, c'est juste bizarre. C'était Ico, ciao!